Donc, pour commencer, puisque c'est un peu court, la précédente, c'était une excursion de terrain, je ne sais plus trop quelle année, Jean-Paul me dira peut-être, en Iran, avec Jean Lercourt et vous avez Jean-Paul Cadet dans le programme, fin du programme MEB. Merci. Donc, je vais vous présenter les programmes qui tenaient beaucoup à cœur à Jean Lercourt, qui étaient des programmes basés sur le domaine tétisien et qui étaient en relation avec l'industrie. C'était des programmes, il y en a eu 4, on va les voir tout de suite, et qui ont permis de dégager pas mal de nouvelles données sur différentes zones que nous allons voir. Alors, vous avez eu 4 programmes, donc ça s'étend sur une période d'environ 30 ans, tout compris, que vous avez ici. On va les détailler un tout petit peu plus après pour voir l'évolution. Mais d'abord, je voudrais présenter un des protagonistes importants de ces programmes, c'est Tétis, la DS, qui se trouve en plein milieu généralement des programmes. Vous voyez, ce qui nous a pas mal ennuyé parce que on connaît peu de choses sur Tétis et on connaît sur la DS, mais aussi sur la zone. Elle a disparu, donc ça apparaît toujours au milieu des reconstructions des cartes de reconstruction et ça nous a posé des problèmes parce que le domaine, on le connaît pratiquement plus, à part quelques octolithes qui se baladent dans des chaînes et puis peut-être la mésologie. Donc, alors, l'objectif de ces programmes, c'était d'une part l'évolution du domaine tétisien, donc on a vu la tétis, à travers l'acquisition de données et des synthèses régionales. Donc, l'acquisition de données, c'était des programmes, et les synthèses régionales, c'était des reconstructions et des atlas de cartes. Il y en a eu 4, vous les avez vus tout à l'heure. Donc, l'idée de base était assez simple, et Jean Lercourt tenait beaucoup à ces programmes. Donc, il y avait un financement à partir de sponsors qui étaient en grande partie pétroliers, et d'autre part, le programme finançait des projets scientifiques dans le monde académique. On va regarder ça un peu plus en détail. Voilà. Alors, il y avait des caractéristiques communes dans ces programmes, c'était les consortiums internationaux. Donc, il y avait généralement, les projets étaient basés sur des équipes européennes avec des coopérations avec les organismes locaux. Les financements, c'était les compagnies. Et il y avait des relations importantes, et ça, c'est très important entre le monde académique et les mondes industriels, c'est-à-dire qu'on a eu de nombreux contacts avec les compagnies pétrolières, généralement, le BRGM, il y a eu aussi dans les premiers programmes. Et puis, les produits, c'était des rapports, une base de données, des atlas et des articles et des thèses, bon, des produits typiques académiques. Et les thématiques, alors c'était donc l'évolution du domaine tétisien, mais au sens large, parce que vous aviez les plateformes, le domaine lui-même, et puis toutes les chaînes de montagne qui en résultent. Alors, on va regarder les programmes. Le premier, c'était ça nous, comme disait François, ça remonte assez loin. Donc, c'était le premier programme. Il y avait relativement peu de cartes, 14 par rapport à ce qui a été fait après. Et surtout, l'ensemble, c'était l'ensemble du domaine tétisien. C'est-à-dire qu'il partait d'Amérique centrale jusqu'au dans le sud-est asiatique. C'était quand même très grand. C'était, disons, les premiers programmes, le balbutiement un petit peu. Et puis, on retrouve dans ces cartes, les premières cartes, on retrouve ce qu'on va retrouver toujours dans les autres cartes, c'est-à-dire de la tectonique et de la stratigraphie. Ça, c'était la chose la plus importante. Alors, vous aviez la zone d'étude. Ensuite, il y a eu un deuxième programme. Donc, celui-là qui était plus grand, c'était Péritétis, dont Jean Berthaud était président à l'époque, et dont le nombre de compagnies avait considérablement augmenté. Donc, ce qui veut dire que les budgets avaient considérablement augmenté et qu'on pouvait financer de plus en plus de programmes. La zone ayant été réduite, le Péritétis, alors la zone, je vous laisse la voir, voilà, donc on avait oublié l'Amérique centrale et le sud-est asiatique. Ça s'était cantonné à tout le centre tout ce qui est autour de la Tétis, disons, centrale, les plateformes, et puis les chaînes, et aussi donc, le domaine, mais le domaine, comme je l'ai dit, plus difficile à reconstituer à cette échelle. Ensuite, on avait toujours ce système, ce que vous avez pu voir, voilà, vous avez le bureau du programme, des gens qui s'occupaient de ça. Et ça s'est terminé en gros dans les années 2000, 99, mais après il y a eu d'autres choses.
Et ensuite, on a recommencé un autre programme qui s'est appelé MEB, alors Middle East Basin Evolution, qui était orienté sur le Moyen-Orient. La différence, elle était importante. Il y avait beaucoup moins de compagnies pétrolières. Vous voyez que, bon, entre-temps, les compagnies s'étaient regroupées, donc Total avait mangé elle, et donc il y avait déjà un peu moins de compagnies. Donc, l'objectif principal de ce programme-là était de voir ce qui se passait un petit peu en Iran, parce que jusqu'à présent, depuis la révolution iranienne, il y avait peu de choses qui s'étaient passées en géologie où les données étaient anciennes. Donc, on a mis un certain nombre d'équipes, on a commencé des coopérations avec les organismes iraniens. Ça a d'ailleurs assez bien marché, ça fait 20 ans que ça dure et ça marche toujours. Et puis, d'autres domaines comme le Caucase aussi, parce que c'était dans le style un petit peu moins bien connu d'un point de vue occidental, et puis sur la Turquie. Donc, on a oublié les autres deux zones qui étaient dans le programme. Et puis, donc, on a commencé, recommencé, vous voyez, toujours ces cartes de même style qui ont été publiées en 2018 et 2009, quelque chose comme ça. Voilà, donc toujours le même système de la tectonique et de la stratigraphie. Donc le dernier programme qui s'est arrêté officiellement en 2014, mais les cartons ont été publiés en 2018, c'était le programme Darius, qui donc reprenait plus ou moins la zone du programme MEB en l'étendant à l'Asie centrale, enfin la partie ouest de l'Asie centrale, c'est-à-dire les anciennes républiques de l'URSS. Et puis l'Iran. Alors si on reprend voilà. Si on voit ça, ce sont les projets scientifiques qui étaient financés pendant ces programmes. Vous voyez qu'on a trois groupes, un groupe sur l'Iran qui continuait, bien entendu, un groupe sur l'Asie centrale et puis un groupe sur le Caucase. Alors, le fait de prendre l'Iran dans les deux derniers programmes a chassé les Américains, se sont retirés des programmes, ils n'avaient pas le droit de financer deux projets qui étaient des projets en Iran, c'était ça. Bon, alors ça a descendu le nombre de sponsors, mais bon, on avait pas de sponsors européens et ça a bien marché. Voilà, donc, et à la fin, toujours pareil, ces cartes donc, sur le domaine qui inclut, vous voyez, on a inclus l'Inde, puisque si vous attendez, on ne peut pas faire une carte avec des coupes, donc on a inclus l'Inde dessus, mais on n'avait pas de projet sur la zone exactement. Bon, alors parlons globalement de tous ces programmes. L'organisation, alors c'est assez simple, hein, ça a toujours bien marché. C'était, je pense que Jean-Bertrand avait au début mis sur pied cette organisation. Donc les membres des programmes, on en a parlé. La gestion est assurée par un bureau et la direction par des comités. MIC, et il y avait des réunions annuelles, ou bisannuelles, ça dépend des programmes, avec les sponsors. Et on décidait de passer la mission. Donc, les projets scientifiques, on demandait à des groupes scientifiques de présenter des programmes. Généralement, parce qu'ils avaient l'expertise régionale. Il y avait des zones qui n'étaient pas des zones toujours très simples, en Asie centrale, par exemple, ou en Iran, il fallait connaître des gens qui connaissaient un peu, puis après, il fallait construire les coopérations. Mais bon, ça a assez bien marché. Les projets étaient financés pour un an, et vous voyez, ça, c'est pour le programme Darius, parce que j'ai plus de données sur les anciens. Il y a 116 projets financés, voilà, vous avez les détails. Et surtout, et ça, j'en viens pour le dire, et on a continué à faire ça, c'est-à-dire que l'essentiel du budget était consacré aux projets scientifiques. Ce n'était pas un programme pour aller se promener ou quelque chose. Le reste était consacré aux organisations de réunions. Il y en a eu nombreuses avec les sponsors et puis aux cartes, mais ce n'était pas très important. Par contre, le fonctionnement, c'était assez faible. Voilà, le financement moyen annuel par projet scientifique était à peu près 1500, donc 10 000 € à peu près. Donc voilà l'exemple que vous avez vu tout à l'heure de celui de Darius. On va passer. Alors la participation, donc on avait beaucoup de scientifiques, des locaux et généralement européens. C'était plus simple d'aller chercher des Européens, des gens basés aux États-Unis ou ailleurs. C'était pas très simple tout ça. Donc on a eu 47 équipes pour Darius, hein, et le nombre de scientifiques, vous avez tout ça, et vous avez énormément de pays européens représentés, et puis les pays où nous avons travaillé, où les équipes ont travaillé. Et puis nous avions un certain nombre de réunions qui était régional. Ça, c'était pour Darius. Il y en a eu plus un meeting final. Donc, c'était des réunions quand même assez importantes dans différentes universités européennes. Et finalement, il y avait des données, des résultats, des produits.
Donc, il y avait des produits confidentiels, c'était un programme quand même avec l'industrie, il ne faut pas oublier ça. Il y avait des rapports confidentiels, une base de données qui était également confidentielle et des réunions avec les sponsors. Ensuite, il y avait des produits académiques, c'est-à-dire les produits classiques, des participations au congrès, des volumes spéciaux. Il y en a eu 4 programmes, vous allez le voir après. Et puis des publications des différents groupes dans les revues internationales et puis des thèses. Le programme ne finançait pas de bourse. Jamais, c'était une des règles d'or. Et à la fin du programme, bien sûr, les cartes. Voilà, ça, ce sont les 4 volumes spéciaux pour Darius. Il y a eu la même chose pour Médée. Il y a eu la même chose avant pour voilà, il y avait donc dans les produits, ça c'est très important, il y avait une base de données. C'était Bruno Vrélin qui s'est occupé de la base de données, qui l'a construite. Toutes les données des programmes étaient mises sur base de données, donc on pouvait les consulter de façon interactive, les sponsors de pas. C'était le programme Geolis. Et il y avait tout un tas de données intéressantes là-dedans, notamment des cartes. Voilà, des cartes géol à différentes échelles. Donc, on a un fichier de cartes géol de toutes les zones où le programme a travaillé, c'est-à-dire la vie centrale, Iran, etc., et qui sont maintenant libres. C'est-à-dire qu'on peut. Voilà. Donc, on va revenir à nos programmes. Bon, on ne parlera pas de l'évolution de l'aspect scientifique à l'intérieur sur l'athlétisme, mais on va parler des cartes, de la construction, donc des 14. Alors, vous voyez que le nombre de cartes a varié suivant les programmes. On va voir ça un petit peu par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est resté constant sont donc, c'était l'objectif. On est resté sur l'objectif, reconstruction du domaine tétisien et représenter de la tectonique et de la stratigraphie. Les cartes étaient toutes en reconstruction palasplastique à Europe, Eurasie fixe. C'était tout simple. Et ces reconstructions étaient contraintes par la cinématique. Je parle de la cinématique vraie, c'est-à-dire les anomalies magnétiques qui étaient dans l'Atlantique et qui nous mettaient les positions des grands continents, pareil pour l'océan Indien avec l'Inde. Et puis, c'était des données donc, issues de la littérature, mais aussi issues des programmes. C'était important pour les pays, par exemple, comme l'Iran ou l'Asie centrale, d'avoir des données fraîches. Non, il y avait des différences. Alors, voyons voir un petit peu sur le choix des cartes. Donc, c'était entre 14 et 24. 14, c'était Tétis, et 24, c'était Médée, et 24, c'était Péritétis. Donc, les nombres de cartes, le choix des cartes était contraint par donc la taille du programme. C'est l'aspect financier aussi. Si vous aviez une zone très longue comme le premier programme, Tétis, c'était difficile de faire un nombre important de cartes, c'est-à-dire de 14, mais c'était le début. Ensuite, la dimension de la zone d'étude, effectivement, sur des grandes zones, vous ne pouvez pas faire beaucoup de programmes, beaucoup de cartes, et la période couverte par le programme. Vous pouviez, certaines cartes ont commencé au Carbonifère et se terminaient, par exemple, Péritétis, et se terminaient au Quaternaire, alors que, par exemple, pour Darius, on commençait après le Hercynien et on terminait au Néogène. Voilà, donc ça dépendait des périodes. Les échelles ont varié essentiellement en fonction de la zone, de la longueur, de la grandeur de la zone, parce que pour rester de toute façon on n'allait pas fabriquer des draps de ligne, donc il fallait rester sur des choses raisonnables au niveau de la grandeur. Et puis les périodes, on en a parlé, donc du Carbonifère au Pléistocène, ça dépendait des programmes, mais ça a varié toujours du Permien au Néogène, de toutes les façons. Bon, alors la conception des cartes, on va en parler après. Qu'est-ce qu'on mettait dans les cartes? Et puis les projections, Bruno Vrélin qui va vous en parler mieux. C'était généralement des Mercator, sauf pour Péritétis. Voilà. Donc, commençons par la cinématique, parce que ça nous a posé des problèmes. Mais c'était Bruno Vrélin qui avait fabriqué donc, le programme. Je pense qu'il l'avait fait dans Péritétis. Oui, hein, et dans Tétis, c'était un autre truc. C'était Ricoux, oui, qui faisait ça. Donc, disons qu'entre le moment de Péritétis où Bruno a fait les programmes, il a intégré des données, des paramètres nouveaux de rotation, mais ça n'a pas changé énormément, parce que dans l'Atlantique, on ne sait pas, l'Atlantique, il s'est toujours ouvert à peu près à la même période, et ça ne changeait pas grand-chose pour les reconstructions. Après, il y a eu dans le dernier programme l'Inde, où il a fallu s'occuper des anomalies de l'océan Indien, mais pour la partie Afrique-Europe, Eurasie, bon,
c'est resté à peu près constant. Donc, alors, quand on a à construire des cartes, alors ça, quand on a à construire des cartes, il faut regarder quel type de domaine. On avait deux sortes de domaines, c'est-à-dire les plateformes continentales, donc péritétisiennes, si vous voulez, si on reprend les termes, et puis des domaines, le domaine tétisien, c'est-à-dire le domaine qui a disparu. Alors bon, là sur les cartes, comme je vous l'ai dit, on est obligé de le reconstruire, et puis toutes les chaînes qui sont autour, qui résultent des collisions de blocs et de continents les uns. Donc, on avait deux approches parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur les plateformes continentales où les domaines sont stables et où les données sont abondantes. Ça, c'est une chose. Alors, et la deuxième chose, c'était dans Tétis, c'était un peu plus compliqué. Donc, les domaines, dans les cartes, voilà. Il y a un certain nombre de cartes, aussi bien sur l'Afrique que sur l'Eurasie, comme celle-ci, c'est les cartes de Popov sur le Cénozoïque, qui sont pas mal, qui ont été utilisées, plus ou moins, et qu'on a géoréférencé, remis en position phalanstostique, etc. C'était assez facile, c'était, disons, plus simple. Après, dans les domaines tétisiens, voilà ce qu'on avait. Si vous voyez les plateformes, elles étaient presque terminées sur ces cas, il faut reconstituer ce qui est en blanc. Voilà. À partir de données qui sont dans les chaînes, la plupart du temps. Et puis, ce qui est important, c'est l'espace entre les masses continentales, parce que c'est ce qui permet de dimensionner ce qui se passe à l'intérieur, avec la chronologie. Alors, ça, c'est le phénoménien. Si vous voyez que ça doit bien, on va avoir le Paléocène. Vous verrez que ça se rétrécit, bien évidemment, jusqu'à la fin où la Tétis disparaît. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, au Paléocène, déjà, on est presque. Ça disparaît pratiquement. Alors, donc, l'histoire centrale je vais vous présenter un exemple sur l'Anatolie, parce que l'Anatolie, bon, y compris les Helléniques, etc., c'est intéressant pour savoir comment on peut arriver à dimensionner. Parce que vous avez un certain nombre de plateformes qui ont fait des tas de choses depuis le Mésozoïque. Donc, qu'est-ce qui contraint ces choses-là? Ce qui contraint, par exemple, c'est ici le début des collisions. Ça, on le sait, aussi bien à l'ouest qu'à l'est. On sait, quand on a la subduction, plus ou moins, donc de la partie est de la Mésogée, sous l'Anatolie, ça, on sait à peu près. Et puis, on sait quand ça s'arrête, quand ça se touche. Donc, les plateformes ne peuvent pas être beaucoup plus grandes. Parce que si vous demandez aux auteurs, ces gens qui ont travaillé dans les zones, vous leur dites combien a pesé votre plateforme de large, ils regardent leur plateforme, leur terrain, les yeux d'amour, et vous avez donc généralement des choses trop larges. Donc, on redimensionne à partir de ça, c'était une de nos équations. Et puis après, vous pouvez revenir en arrière et remettre les blocs que vous avez déterminés par rapport à la position pour le jeu. Donc, c'est le jeu permanent, donc on ne peut pas dessiner carte par carte, il faut en permanence se promener de carte en carte pour reconstituer le jeu. Alors, il y a un autre problème, c'est le choix des cartes. Combien de cartes on prend et quelles cartes on prend. Donc, les cartes, d'abord, l'idée est d'être représentative d'événements importants, aussi bien tectoniques que stratigraphiques, à la fois. Il faut s'occuper de la période couverte par le programme. Là, c'est les cartes sur Sirius. Donc, il y en avait 24. Vous voyez qu'on commençait, là, vous voyez pas, on commençait au Permien, et si on voyait l'Ordien, et puis on allait jusqu'au Pliocène. Alors, bon, il faut rester dans les objectifs du programme, c'était quand même important. Et puis, il y a une préférence pour les hauts niveaux, ça fait des cartes plus jolies. C'est peut-être des cartes, c'est quelque chose de physique que vous regardez. Si vous êtes dans des périodes régressives, par exemple le Crétacé inférieur, vous risquez d'avoir que du continental sur les zones continentales. Et puis, vous avez des problèmes pour trouver ce qui se passait plus bas, plus profond dans les zones de base. Donc, si vous voulez, c'est plus joli, comme ça, de faire des cartes sur des périodes transgressives. Les contraintes techniques, alors, bon, la taille du programme, on a vu, ça fait dépendre du nombre de cartes, parce que vous pouvez pas, financièrement, vous ne pouvez pas faire plus de cartes que la finance côté. Et la dimension de la zone d'étude, bon, ça conditionne aussi ce qui est important. Ce qui est important dans une zone n'est pas nécessairement dans l'autre, donc il faut tenir compte de ça.
Raisonnablement, pour un programme comme Darius, voyez, on avait 24 cartes, 20 cartes. C'était déjà pas mal pour les évaluateurs. Alors, après, l'aspect technique, c'est Jean-François Brouillet qui s'en occupait. Les cartes étaient dessinées à la main sur des calques et saisies en saisie sur la machine. Et donc, on travaillait au 7,5 millions et c'était publié au 15 millions, c'est logique pour une. Alors, la contenu. Alors, qu'est-ce qu'on présentait? Bon, ça a été constant à peu près d'une façon. Les représentations étaient un peu différentes, mais c'est toujours la même chose qu'on a représenté. Les éléments géodynamiques, c'était bon, la cinématique, vous avez vu, placer les principales solutions, transformantes, etc., etc. Les événements tectoniques, les chaînes, les rifts, les bassins, c'est tout ce que vous avez dans le portail d'évolution. Et les éléments stratigraphiques, les premières cartes étaient plus stratiques, les dernières, on avait mis plus de tectonique, c'était parce que les auteurs étaient plus stratigraphes en premier dans le donc, on a représenté un certain. Donc l'aspect stratif, c'était lithologie et paléo-environnement. On va voir que ça a évolué en fonction des cartes. Et puis, des acronymes. Alors, les acronymes, on verra. Voilà. Sur une carte, une des cartes, voilà, une carte péritétique, c'est le tortien. Je vous ai mis après. Hein, c'est oui, bon, c'est comme ça. Oui. Donc, ça, c'est la carte, la même période avec la carte Darius. On peut voir la différence globalement de visu. On a changé un peu bon, les couleurs, les choses. Bon, alors, ce qu'on a fait, par contre, si on prend les deux, vous voyez que, on voit pas très bien, mais dans les périodistes, vous aviez les lithologies, c'était des figurets, et les environnements, c'était des couleurs. Dans les cartes suivantes, on a une couleur représentait une lithologie et un paléo-environnement, c'est-à-dire qu'il y a des calcaires peu profonds et il y a une couleur pour des calcaires plus profonds, et pas une surcharge. C'était pour éliminer les surcharges au niveau pour la présentation de la carte. C'était délibéré. Voilà, alors ça, c'était pour l'aspect, voir un petit peu comment marchent les cartes. Ça, c'est une carte où la tectonique est importante, bien entendu, on est dans le Pliocène, c'est presque la configuration actuelle. Vous voyez qu'on a essayé, par exemple, dans les cartes, de mettre différentes sortes de grilles pour essayer d'avoir une idée des altitudes. Alors, on n'a pas accès aux altitudes sur les cartes anciennes, on a souvent accès à des vitesses de soulèvement, des fois, quand il y a des données, mais l'altitude, vous ne la connaissez pas. Donc, on a fait quelque chose de différencie le pénéplène, et puis ce qui est très haut, et puis quelque chose d'intermédiaire. C'était une approche. On a mis pas mal de choses en éléments tectoniques. Voyez, on a mis tout ce qui est classique, les failles. On a aussi mis, et avec Bruno, la cinématique des principales flèches. On peut l'avoir là, ces flèches qui sont là. Et on peut travailler sur les cartes les plus récentes parce que bon, ça joue un rôle si vous êtes dans le Permien ou dans le Pliocène, vous n'avez pas la même précision de données. Donc, celles-là sont plus précises, c'est bien évident. Donc, on peut arriver à faire des choses assez précises quand on est dans le. Voilà. Alors, après, il y avait donc les éléments stratégiques. Voilà. C'est ce que je vous présentais auparavant. Donc, vous voyez, ici, vous avez les surcharges. Donc, on trouvait que ce n'était pas très simple. Alors, on avait aussi on a eu d'autres problèmes, enfin des problèmes. Un jour, on est allé chez Total et puis présenter les cartes au début. Et puis, les gens nous ont dit, mais bon, c'est bien, il y a les carbonates, les clastiques, mais qu'est-ce que vous faites pour les radiolariques? Alors, on pensait à ça exactement. Donc, on a mis une couleur pour les radiolariques qui soit profonde ou pas profonde. Voilà. C'était le genre d'approche que l'on pouvait avoir avec quand on a construit les cartes. On a aussi mis l'accent sur les volcanoclastiques, parce que vous savez que nos amis pétroliers ont horreur des volcanoclastiques. Donc, c'était mieux de savoir où on en avait en quantité, par exemple, autour de la mer. Voilà, donc ça, voilà. On avait fabriqué aussi des figurés pour des zones complexes, comme ces zones de plateforme de la plateforme russe, par exemple, où vous aviez des cartes incompréhensibles, souvent. Vous voyez, il y avait des légendes terribles, etc. En fait, c'était des faciès peu profonds pendant les grandes transgressions.
On a passé ça sous une couleur qui était ici ce vert, donc généralement entre le continental et les marins plus profonds, il y a la même chose sur la plateforme arabe. C'était plus simple. Voilà, les acronymes, c'est important, ça prend énormément de temps, mais c'est très important pour s'y retrouver, pour les gens qui lisent les cartes, savoir où ils sont et quelles sont les formations qui ont permis de déterminer une couleur, par exemple. Voilà, alors voilà, on va s'arrêter bientôt. Le limite des reconstructions. Alors donc, c'est important de savoir qu'on a un regard actuel, présent, sur une période spécifique, c'est-à-dire actuelle, avec les concepts et les connaissances actuelles. Ça peut changer dans quelques années. C'est d'ailleurs l'évolution des cartes que vous avez vu. Il y a eu une évolution dans ce qui a été dit dessus. C'est subjectif parce qu'il y a des domaines qui sont reconstruits. Ça dépend aussi de l'auteur qui décide de prendre telle hypothèse. Voilà, donc c'est comme si. Alors, il y a aussi un problème de fréquence. L'écart entre les cartes et 13 millions d'années à peu près, ça favorise des éléments de longue durée, c'est-à-dire des périodes courtes d'inversion de bassin ne sont pas nécessairement sur certaines cartes, sauf fabriquer une carte spécifique, mais ça se fait en 5 minutes, donc c'est pas si simple. Et puis donc, il y a un problème, ça contraint énormément les dimensionnements. Si vous prenez des auteurs région par région, généralement, c'est assez mal dimensionné. Et quand vous reconstituez à une échelle plus grande, vous pouvez dimensionner les autres. Et puis, la dernière. Donc, ce que ça a apporté quand même, c'est d'avoir une chronologie un peu plus serrée quand on pouvait de l'évolution tectonostratigraphique, c'est-à-dire dater les bassins, les événements tectoniques, etc., qui ne sont pas toujours datés avec précision. De dimensionner, j'en ai déjà parlé, les objets géologiques, c'est-à-dire les bassins, ces zones, les plateformes, etc. Et d'avoir une vision globale de l'évolution régionale, ce qui n'est pas le cas quand on travaille un petit peu dans une zone plus simple. Et puis, on a une association tectonique-stratigraphie sur une seule carte, et qui est en grande partie possible à cause des échelles. On n'est pas dans une échelle d'une grande zone avec des petits dessins, ni une carte détaillée, on est entre les deux, donc autour de 10 millions. Voilà, je m'arrêterai là et on va et avec son mari cette fois.